Bienvenue dans Au cœur des assauts by Espérantia, là où on prend le temps d'écouter ceux qui relèvent la vie, un jeune à la fois. Aujourd'hui, on part à la rencontre de l'association Le Colibri, une association qui a fait un pari un peu fou, mais tellement beau. Celui de croire qu'un jeune cabossé peut se remettre debout si on lui offre un lieu simple, chaleureux, humain, ancré dans le réel et surtout une présence qui ne le lâche pas. Jérôme Cordier, merci d'être avec moi, merci d'être là. Avant qu'on parle plus précisément du projet et de l'association Le Colibri, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire comment est-ce que vous en êtes arrivé à prendre à bras le corps à plein le cœur, on va dire, cette association? Bonjour, merci à Esperantia de pouvoir mettre en avant l'association Colibri. Donc moi voilà, je suis Jérôme Cordier, je suis directeur général de l'association Colibri depuis le début. C'est une association qui est créée par les Scouts et Guides de France, c'est-à-dire que moi j'ai été euh, par le passé éducateur, j'ai été impliqué dans le scoutisme qui était en quartier, c'est-à-dire qu'il y avait toute une démarche dans les quartiers populaires. Donc c'est là où j'ai moi découvert le scoutisme, d'emmener des jeunes des quartiers. Et puis j'ai eu la chance de gérer une propriété à Jantville, qui est le centre de formation des scouts. Et là, on a pu expérimenter plein de choses avec la protection judiciaire à la jeunesse, les clubs de prévention, dans cette notion de faire avec les enfants et remettre l'enfant au cœur avec cette méthode scout. Et donc voilà, donc c'est Colibri qui part de choses, d'une expérience de vie que moi j'ai vécue dans le scoutisme, dans le monde de l'éducation également spécialisé, et puis une volonté des scouts de proposer le scoutisme pour les enfants placés de l'aide sociale à l'enfance. Et donc en fait, bah, c'est un cheminement à deux finalement qui fait que les rencontres et les temps, on s'est lancé le défi de se dire que eh ben, en fait, on pouvait aussi donner la confiance à ces enfants et qu'on peut les remettre au cœur de leurs projets et de compter sur eux et qu'on allait apprendre beaucoup sur eux. Extra. Est-ce que pour ceux qui vous connaissent pas, vous pourriez maintenant présenter l'association Le Colibri? Qu'est-ce que vous faites? Pour qui? Parce que on parle d'enfants, mais ce ne sont pas n'importe quels enfants. Voilà, je vous laisse la parole pour bien nous expliquer ce qui se cache derrière cette association. Alors, l'association Colibri, donc, je vous disais, c'est une association créée par les Scouts et Guides de France en utilisant la Mhm. méthode Scout dans sa pédagogie, dans son quotidien. Alors, nous, on a fait le choix d'avoir des petites maisons et d'utiliser un dispositif qui s'appelle les lieux de vie et d'accueil. Il y a aujourd'hui quasiment 600 lieux de vie en France qui accueillent des enfants. Et donc, c'est des petites unités à taille humaine. Donc, en fait, c'est 7 enfants dans une maison. Et on peut avoir jusqu'à 10 en ayant deux maisons. Voilà. Donc, ça reste toujours des petites unités. Nous, on a commencé par accueillir des enfants qui avaient entre 12 et 15 ans. Donc ça, c'était à l'origine, quand on a été créé en 2017, on a ouvert. Et aujourd'hui, on accueille 5 ans et 21 ans, voilà, dans des tranches d'âge différentes. Alors, on accueille spécifiquement les enfants qui sont en rupture de placement, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui en protection de l'enfance pas loin de 200 000 enfants qui sont retirés des familles, qui sont placés dans plein d'institutions en France, dans des familles d'accueil, dans des maisons d'enfants à caractère social. Voilà, on a plusieurs types de modes d'accueil. Et donc, il y a la particularité des lieux de vie. Et donc, dans les lieux de vie aujourd'hui, c'est essentiellement un accompagnement type familial. Et dans ces publics-là, vous avez un public où il y a des enfants qui ont vécu plein de ruptures, de traumatismes multiples. Alors, ce qui est assez fou, c'est que ça peut aller d'une rupture à 10, 20 ruptures. Donc, en fait, l'enfant est basculé d'un lieu à l'autre parce qu'on n'arrive pas à avoir une accroche avec cet enfant. Nous, on a fait ce choix d'accueillir que ce type d'enfant D'accord. pour pouvoir leur redonner une place, un lieu, avec une méthode et un accompagnement. Donc, on accueille les enfants les plus en difficulté aujourd'hui, qui ont vécu, on n'a pas de, c'est à peu près tous les troubles possibles qu'il y a aujourd'hui en protection de l'enfance. Et on accueille voilà, avec un accompagnement resserré, avec psychologues, des éducateurs qui sont présents. Donc vous avez 3 éducateurs au quotidien pour 7 enfants.
Donc, c'est un accompagnement renforcé, une maîtresse de maison, un responsable. Donc, vous avez 8 personnes, finalement, pour s'occuper de sept jeunes. Extra, vous devancez mes prochaines questions. Justement, il y a une phrase qui va dans le sens de ce que vous expliquiez juste à l'instant sur votre site qui vraiment qui touche le cœur. Cette phrase, c'est celle-ci, c'est que vous accueillez des enfants et des adolescents au parcours brisé, souvent en rupture, en violence et en abandon. Et donc, c'est ce que vous expliquiez, c'est que vous accueillez vraiment ceux dont personne ne veut quelque part. Alors, oui, oui, et en même temps, je dirais, je ne suis pas sûr que c'est une volonté des gens de ne pas vouloir accompagner ces enfants. C'est la Hmm. question de pouvoir accompagner. Hmm. Et ça, Quelle nuance. c'est une vraie nuance Bien parce que sûr. on recrute des éducateurs, des permanents lieux de vie, on leur dit, mais en fait, vous pouvez avoir l'envie de travailler avec ces enfants, mais ne pas pouvoir travailler avec eux. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, en fait, pour nous, ce sont des enfants déroutants. Ils sont déroutants dans nos ressources, dans notre histoire, dans ce qu'ils peuvent nous renvoyer. Et en fait, on est dans une instabilité. Donc, en fait, c'est l'adulte qui est aujourd'hui dans des difficultés. Et effectivement, il n'y a pas très longtemps, on a accueilli un jeune qui avait 9 ans et qui avait fait 37 familles d'accueil à 9 ans. 37 familles à 9 ans. 37. Donc là, oui, c'est ce qu'on appelle des ruptures de placement. Donc l'enfant il arrive, il reste 3 jours dans une famille d'accueil et ça passe. Et donc, c'est lié aussi à plein de choses par rapport aux troubles qu'il y a eu, des multi-traumas, une inadaptabilité, des troubles du comportement. Et c'est pas simple Bien sûr. d'accueillir ces enfants. Donc, on a des ruptures et multiples, et donc il faut qu'on soit en capacité de réaccueillir cet enfant Mhm. pour créer un moment qui s'appelle l'apaisement. C'est-à-dire, en fait, je me pose C'est quelque ça. part. Le premier des défis, c'est de dire, j'ai un lieu, j'ai une chambre, et donc nous, tous les enfants sont en chambre individuelle. Donc, ça D'accord. nous permet de leur trouver son chez-soi Un espace. et un espace, effectivement. Donc, et de remettre dans une vie, dans une vie, de se dire, bah, OK, je sais où je dors ce soir, quoi. Voilà. Ouais. Donc, voilà, on est vraiment sur ce type de public aujourd'hui. Et puis après, on va les travailler sur le fond. Mais déjà, il faut déjà commencer par La la base, technique, en fait. la base. Voilà. Juste savoir que l'enfant a sa place, a une place, et qui compte. Tout à fait. Il y a des mots qui sont un peu durs des fois dans la protection de l'enfance. Il y a un des mots qu'on parle de ces enfants en disant c'est des incasables. Moi, je dis à Des chaque fois qu'en incasables. fait, bah, il n'est pas incasable puisqu'on va déjà enlever une première étiquette il est chez nous. Donc, Hmm. on enlève une première étiquette. Et la question, c'est toujours les étiquettes en fait. Bien Euh, sûr. mais que ce soit en protection d'enfance ou ailleurs. Donc, on a des questions aujourd'hui de aussi comment on donne un autre regard sur ces enfants. Et alors justement, comment est-ce qu'ils arrivent chez vous, ces enfants? Qui vous les confie? Est-ce que c'est la protection les services de la protection de l'enfance? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Comment est-ce qu'il y a un réseau autour de l'association Le Colibri? Comment est-ce que ces enfants arrivent chez vous? Par quel chemin? Alors, nous, on a forcément un agrément de l'aide sociale à l'enfance, hein. On est habilité, on est aujourd'hui dans 7 départements. Ouais, Euh, donc, on a grandi, comme le petit colibri, on avance. On a aujourd'hui 19 lieux de vie en France. Et on travaille essentiellement, effectivement, avec les directions enfance-famille, puisque vous avez, en fait, finalement, ces enfants qui sont en rupture de placement, qui sont à des besoins multiples. Et donc, en fait, ils passent de lieu de vie en lieu de vie, c'est-à-dire d'hébergement, hein, bien sûr. et ils sont repérés par l'aide sociale à l'enfance. Donc nous, on travaille essentiellement avec les directions qui s'occupent de ces enfants très spécifiques. Alors, sur un territoire, je dirais comme un territoire comme le Maine-et-Loire, on parle d'une centaine d'enfants. D'accord. Euh, donc vous avez une espèce de niche, si vous voulez, et Mhm. donc ces enfants sont très repérés, très connus. Il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de monde, et trouver des solutions multiples. Et donc, nous, on vient se mettre comme un acteur complémentaire de ce public-là. Donc, c'est comme ça qu'en l'occurrence, par exemple, je prends le Maine-et-Loire, on est arrivé en 2021, décembre 2021, et aujourd'hui, on a 5 lieux. Donc, c'est-à-dire que le département a créé des lieux, créé des places, et donc on est venu répondre à ce besoin à ces enfants.
Et puis après, vous pouvez avoir également d'autres établissements qui nous appellent pour dire est-ce que vous avez une place, est-ce que vous pouvez accueillir un enfant, etc. Alors, malheureusement, on a des demandes constantes Ah oui, d'accueil de ces enfants. On n'arrête pas d'en avoir. Mais voilà, cette place, ça reste limité. Et puis, le fait d'avoir ces enfants et de leur redonner une place, en fait, les enfants, on les garde longtemps parce que ça permet aussi un apaisement et de reconstruire l'enfant dans son territoire et de créer du capital social, de le remettre dans du dehors, puisqu'on a un double mode d'accompagnement qu'on dit le dedans et le dehors, c'est-à-dire d'accord. dans le collectif et la maison, mais comme des parents Mhm. éduquent leurs enfants dans la maison et ils sont essentiellement éduqués par le dehors, Bien par sûr, oui, l'école, le oui. sport, les amis, École. les parents des amis, etc., la société. Donc, on a aussi cette question du dedans et du dehors dans l'éducation. D'accord. Et du coup, ce qui fait aussi votre patte, votre particularité, ça va être la méthode Colibri. Vous n'êtes pas juste un système d'accueil, c'est tout un rythme en fait qui se met et une manière d'habiter le monde. Vous avez évoqué l'esprit scout, la nature, la simplicité. Je crois qu'il y a des journées très structurées. Si on ouvrait la porte d'un de vos lieux de vie, là maintenant, qu'est-ce qu'on y verrait? Alors, effectivement, notre particularité, c'est d'utiliser la méthode scout en protection d'enfance. Alors, c'est particulier, mais la méthode scout, elle est vécue par 60 millions de personnes dans le monde maintenant. 60 millions de personnes. Et elle a plus de 100 ans. Donc, on peut se dire qu'elle fonctionne, cette méthode. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on l'a récupérée pour se dire comment on la vit toute l'année. Et Hmm. donc, si je vous dirais, il y a une évolution et il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui. Euh, le premier défi qu'on a, c'est de remettre les enfants à l'école. Donc, si Oui. vous ouvrez une porte de maison aujourd'hui, je vous dirais qu'on a sur les maisons qu'on a actuellement, vous pouvez avoir des maisons où les enfants ne sont pas encore scolarisés. Donc, vous allez arriver le matin et vous allez avoir des temps de scolarité. Donc, forcément, on les a levés, ils sont partis. Et d'ailleurs, je dirais que le premier métier d'un éducateur, c'est d'être un animateur de la vie quotidienne. C'est comme ça que je recrute les gens. Il y a deux D'accord. modes je recruter un permanent de lieu de vie. J'ai refait un recrutement d'une permanente. Et la première question que je lui ai dit, c'est est-ce que vous allez faire à manger pour 10 personnes? Il dit, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les éducateurs qui participent avec les enfants à faire à manger. Et donc, entre les adultes, etc., est-ce que vous savez faire à manger avec et faire avec? Premier niveau de compétence. Et puis après, dans la compétence d'être dans la vie quotidienne, c'est qu'effectivement, le matin, on va les remettre dans un cycle de je reprends les scolarités. On a des enfants aujourd'hui qu'on vient d'accueillir sur un territoire, ils n'ont pas été à l'école depuis le Covid. Depuis la fin du Covid, ils n'ont pas repris l'école. Mais qu'est-ce Donc, que... rupture scolaire. Alors moi, Rupture je scolaire. suis un peu néophyte. Vous me dites, ils vont pas à l'école. Ouais. Euh, mais je vais paraître vraiment, peut-être même un peu cruche, mais du coup, où sont-ils? Vous voyez, quand vous dites ils sont pas à l'école, euh, Alors, ils ne sont pas à il l'école, me là, semblait que c'est c'était... obligatoire. ouais, c'est un peu... voilà, je suis désolée hein, parce que je suppose que c'est... Ouais. il y a d'autres auditeurs qui vont nous écouter et qui vont bondir quand ils entendent la même chose que moi, je suppose. C'est depuis le Covid, c'était en 2021. Enfin, 2000, ouais, c'est choquant. Oui, mais tout à fait, c'est choquant. Aujourd'hui, il y a une obligation de rentrer, de reprendre l'école. La question, c'est est-ce que l'enfant est en capacité de la Bien sûr. reprendre? Hmm. Et donc, dans ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de les remettre à l'école. Hmm. On a eu effectivement des enfants qui viennent d'être placés, et ils viennent d'être placés jugement, et donc ils ont découvert qu'il y avait une déscolarisation. Puis après, il fallait trouver une place. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de dire qu'un enfant Il y a plein de choses. Il y a la phobie scolaire, Bien sûr. Mais c'est vrai il y a qu'il y des a... trucs, il y a énormément de raisons qui font qu'on ne va pas à l'école. Hmm. Maintenant, la question, c'est comment on les raccroche à l'école. Et donc, finalement, nous, on a mis dans notre rythme, effectivement, le matin, on va reprendre un temps de scolarité. Et donc, c'est de la D'accord. découverte. Ce n'est pas du temps scolaire, c'est de la découverte, qui est fait par les éducateurs et aussi par des bénévoles. On a des bénévoles qui viennent, qui donnent des cours de français avec du Scrabble, qui font de l'anglais avec les jeunes. Avec Et beaucoup de donc, ludique, en fait. Vous remettez oui, le ludique au cœur en fait, mais de pourquoi je vais à l'école? l'apprentissage. Pourquoi je vais à l'école? Donc, il y a un effet de Ouais. socialisation.
d'être à l'école, parce que d'être comme les autres, déjà, premier élément. Et puis après, la deuxième, c'est aussi la notion d'apprentissage et qu'est-ce que je veux en faire. Aujourd'hui, ça, c'est le premier. Donc, quand vous allez arriver, il y a ça. Et puis, on a la chance de pouvoir travailler avec le dehors et travailler avec l'éducation nationale pour se dire, en fait, eh ben, ce jeune qui n'a pas été à l'école pendant 4 ans, il va aller 1 heure à l'école par jour, 2 heures par jour. Moi, on a accueilli des enfants aussi qui avaient des troubles multiples et il y a certains qui ont fait 1 heure, après 2 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours et aujourd'hui sont à l'école tout le temps et viennent d'avoir des diplômes. Ça, c'est des parcours qu'on a. Et donc, là, on a une jeune fille qui est plutôt dans des postures liées à la prostitution, et aujourd'hui, on a réussi, qui était totalement déscolarisée. Et là, dans les premières victoires, elle fait 2 heures d'école tous les jours. Et elle y va tous les jours. Et donc, voilà, c'est comment aussi on arrive à remettre un quotidien qui permet à l'enfant de pouvoir partir. Donc, vous avez ça, puis après, vous avez en début d'après-midi ce qu'on fait, donc les enfants mangent avec sur le collectif, et l'après-midi, on est sur la découverte des métiers et sur le dehors, acteur dans la communauté. C'est-à-dire comment on rend service dans la commune, comment on va les faire. Alors nous, on est toujours avec la nature dans notre méthode. Mhm. Donc on a des jardins, on a l'entretien de la propriété, les enfants tondent avec les éducateurs, font un bout de jardin. C'est-à-dire qu'on vraiment remet en action. Et puis, il y a un temps de sport en fin de journée. Et puis après, vous avez un quotidien de je prépare, je prends ma douche, etc. Donc, vous avez un rythme de vie avec un rythme toute la journée qui va remettre l'enfant au dispositif. Donc, ça, c'est les enfants qui sont déscolarisés. Puis, Mhm. les autres qu'on a réussi, ils vont à l'école, en fait, tout Mhm. simplement. Et Ok. puis, là, notre objectif, c'est de le remettre dans une question de droit commun. C'est-à-dire que je vais au sport, donc nous on fait à fond, alors sport, loisirs, musique, tout ce que vous voulez, mais voilà. Et puis comment je vais avoir des amis et comment on facilite cette question-là, c'est-à-dire enlever l'institution en fait, c'est de se dire que il ne faut pas oublier que c'est pas un choix d'être placé, Bien c'est-à-dire sûr. que ces enfants n'ont pas choisi d'être là. Et donc on doit pouvoir se redire, finalement, comment on va leur redonner quelque chose qui est, dans un temps tellement court, de les remettre dans un quotidien. Donc, notre enjeu, finalement, c'est de travailler sur des enfants qui sont multitraumatisés dans un temps très court. Donc, Mhm. c'est un peu de nous poser dedans, de se dire il faut un temps long et en même temps, on a peu de temps. Donc on intervient sur de l'intensité. Vous avez toujours ça, Mhm. soit c'est l'intensité, soit c'est la durée. Et donc, on doit être sur de l'intensité. D'accord. Et alors concrètement, la méthode scout, dans la méthode Colibri, dans votre quotidien, comment elle se ressent, comment elle se vit? Alors, comment se vit? Il y a la première des symboliques, je vais vous en faire un petit parallèle, qui est chez les scouts, vous avez tous vu des enfants avec des badges, Mhm. etc., de progression, de valorisation. Chez nous, ça s'appelle autour du colibri. Et pourquoi on a pris le colibri? On a pris le colibri par la fable, et non pas par rapport au mouvement colibri du Pierre Rabhi, qu'on aime beaucoup et on est porteur de ce projet, mais aussi, et on peut le soutenir. Mais la fable qui dit en fait l'enfant et toute la symbolique qui va aller sur se dire je suis capable de faire et chacun peut apporter sa vie. Et nous, on a mis une symbolique avec un colibri en bois que l'enfant reçoit au début et de la progression personnelle. C'est-à-dire qu'on est dans de la progression personnelle chez les scouts par nos reconnaissances et le colibri vient répondre à ce qu'on appelle dans l'aide sociale à l'enfance le PPE, le projet pour l'enfant. Donc c'est une obligation, c'est quelque chose qui est porté par l'aide sociale à l'enfance et avec les partenaires que nous sommes nous, pour se dire qu'on a un projet pour lui et qui est co-construit, c'est-à-dire qu'il est au cœur. Ça peut être tout, ça peut être mon objectif, c'est de reprendre une scolarité. Pour les plus petits, j'en ai un, je vous le partage parce que c'était je ne veux plus avoir ma teutote, donc il avait 6 ans, donc voilà. Ça, c'est un projet phare pour lui. Bien Et sûr. puis, on le célèbre quand il se dit moi, c'est bon, je ne voulais plus l'avoir, je ne l'ai plus. Et donc, on vient faire et avoir ce qu'on appelle une cérémonie du colibri, Mhm. où en fait, vous avez un arbre symbolique dans chaque maison. Et donc, on fait une cérémonie qui permet de dire, voilà, bravo, tu as réussi, et on le célèbre. Et en fait, c'est aussi bien de pouvoir recélébrer les choses et ne pas être très souvent, on est très souvent en train de parler de ce qui ne va pas, euh, Mhm. et de réaffirmer.
les réussites, et ben, en fait, ça fait du bien à chacun, quoi. Bien sûr. Même nous, en tant qu'adultes, on est Mm. très, très contents. Et donc, d'ailleurs, chez nous, on a mis des valorisations qui s'appellent les plumes de l'engagement, qui permet aussi de dire merci aux gens pour l'intensité et le travail qu'ils donnent, puisque avant tout, hein, c'est possible par l'engagement de l'ensemble des équipes qui sont sur le terrain. Ça peut être que ça. Donc, vous avez cette question symbolique du colibri avec cet imaginaire. Vous avez l'engagement dans la communauté, c'est-à-dire dans les communes. On est près des maires, on est près des. Alors là, c'est la période Les de Noël. commémorations. Dans les maisons, là, pour Noël, ils préparent des petits sablés pour Oui, de donner aux Noël. voisins. Mm. On participe aux fêtes de Noël où il y a Les les marchés. marchés de Noël, parce qu'il y en a certains qui viennent aussi donner du miel. On fait du miel dans certaines maisons. Voilà. D'accord. Donc il y a plein de choses, du faire avec, de la nature. Alors, il y a une des choses qu'on n'applique pas à 100% dans la méthode scout. Dans la méthode scout, vous avez la promesse. Et Ah donc, oui. on ne fait pas la promesse, nous, on n'en fait pas, c'est pas notre objectif. Par contre, on l'a transformée dans la notion d'engagement. C'est-à-dire que dans cet engagement, elle est réciproque dans comment on redonne une parole de l'adulte à l'enfant. Mm. Et c'est-à-dire que je vais vous partager une histoire d'une jeune fille qu'on a accueillie. Cette jeune fille, en moins de 8 mois, elle avait fait plus de 50 établissements. Et donc en rupture perpétuelle. Et la demande du département, c'était de l'accueillir 3 mois. D'accord. Et donc, cette jeune fille qui est arrivée, qui avait 11 ans, elle dit à ma collègue, elle lui dit, mais la première chose qu'elle lui dit, c'est est-ce que vous allez me garder? Mm. Et donc, ma collègue a dit, tu es là 3 mois, tu resteras là 3 mois. Et donc, on a tenu notre engagement. Et donc, forcément, le département a dit, gardez-la plus longtemps. On l'a gardée 8 mois. Après, elle devait repartir dans son département, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas gardée plus longtemps. Mais on a tenu son engagement malgré le fait qu'elle portait des violences, qu'il y avait beaucoup de problématiques, mais on a identifié ces violences et on a pu apprendre avec elle à les canaliser et à les avoir. Donc, cette notion d'engagement, elle est importante pour redonner aussi un prix de la parole aux yeux des enfants. Ok. Et justement, c'est une super transition parce que je suppose que quand les enfants arrivent chez vous, ils doivent être ils arrivent avec leur sac à dos, avec le poids de leur histoire. Euh, je suppose que parfois ils ne parlent pas, que parfois ils vous testent, qu'ils doivent vous observer toujours. Comment est-ce que vous arrivez à créer ce premier pont lors de la rencontre pour que justement ils puissent, je reprends un peu vos mots que vous expliquiez tout à l'heure, se dire, OK, ici, je vais me poser. Alors, on a compris qu'il y avait l'espace, la chambre, qui lui donne un lieu, qui lui donne un endroit et une place. Mais au-delà de ça, comment est-ce que vous arrivez à créer ce premier pont pour qu'il puisse se sentir en confiance et éclore de nouveau? Alors, je vous dirais, je vous donne deux choses. La première, c'est que on vient l'accueillir en lui en tant qu'enfant jeune, c'est-à-dire que il rentre comme un nouveau dans un système qui est déjà établi, c'est-à-dire avec des règles, un fonctionnement, sans Mhm. parler de son histoire. C'est-à-dire qu'avant tout, lorsqu'on accueille un enfant, et si on prend tout son passif et qu'on ne se dit pas, en fait, on va construire quelque chose de nouveau, en fait, bah, on arrive avec des a priori. Et pour ça, un des exemples, hier soir, j'accompagnais une jeune fille sur un lieu de vie, une petite de 11 ans. J'avais prévenu, l'équipe était au courant, les enfants, ils l'ont attendu pour manger. Donc, on est arrivé, j'ai ouvert la porte, et le premier truc, c'est, ils lui ont appris par son prénom. Bonjour, bienvenue, on t'attendait pour manger. C'est-à-dire que les enfants, les adultes l'ont accueilli et elle avait sa place, et c'est les jeunes qui l'ont accompagnée dans sa chambre, ils ont fait montrer ça. La notion d'accueil est déjà la première des choses. Voilà. Parce que, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est la notion d'apaisement. En fait, est-ce que déjà je me sens bien là? Et donc, on ne va pas commencer à parler c'est quoi, machin, etc. Il faut effectivement, déjà, je me pose, nous-mêmes en tant qu'adultes, quand on arrive quelque part, on commence à se dire, OK, c'est qui c'est ça, un nouveau travail. On arrive dans un nouveau travail, on se dit, Oui. où est-ce qu'on est arrivé, quoi. Eh ben, il faut accepter aussi que les enfants, eux, c'est leur lieu de vie, en fait. C'est leur lieu de vie.
Et donc, c'est ce temps d'accueil, on l'appelle souvent la lune de miel d'ailleurs, parce que Mhm. c'est l'arrivée, tout le monde Ouais. se découvre. Et puis une fois qu'on s'est découvert, ben voilà. Et donc, lorsque vous avez un lieu qui est sécurisant, des adultes sécurisants et un cadre avec des horaires, des règles de vie, la possibilité de participer à ce quotidien, à faire à manger. Toutes les semaines, ils ont un temps, les enfants, où ils décident de la vie de la maison. C'est de la co-construction. Et le fait de devenir acteur fait que ça apporte aussi quelque chose de différent pour eux. Et ça permet déjà de travailler sur cette notion d'apaisement, de se dire que l'enfant doit se sentir posé. Et je dirais qu'une des victoires que remontent très souvent les éducateurs, c'est de dire, là, on est content, ils ont dit qu'ils rentraient à la maison, ils rentraient chez eux. Mhm. C'est- Et donc, pour des enfants qui, Mhm. pour la plupart, n'ont plus de droit de visite et d'hébergement chez les parents, ben, il y a une notion au moins, nous ne sommes pas sur une question de parentalité, on est sur une question de est-ce que je me sens bien dans mon environnement aujourd'hui. Sortez du système institutionnel, enfin, vous n'êtes plus une institution. Il nous reste 10 minutes. J'avais une question concernant le temps d'accueil en moyenne. Vous accueillez les enfants combien, sur une période de combien de temps? Alors, c'est assez variable, c'est très variable par rapport aux enfants. Alors on est une jeune association, on a 8 ans. On devait accueillir des enfants et un jeune qui devait arriver et rester 3 mois, il est resté 7 ans. D'accord. Ça vous donne le temps. Oui, une En fait, amplitude. on est aujourd'hui, sur du projet très individuel. Je pense qu'aujourd'hui, notre moyenne, elle est à peu près de 2 à 3 ans. D'accord. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, on a des tranches d'âge par maison, que dans certains départements, ouais. Alors déjà, on a des enfants qui rentrent en famille, Ok. voilà. Il y en a d'autres qui partent sur d'autres projets, par exemple sur de la semi-autonomie pour d'autres. Et puis on a des sortants, puisque on accueille des jeunes qui ont 19, 20 ans, 18 ans, et qui partent pour certains dans d'autres établissements ou au foyer jeunes travailleurs ou Ok. en temps d'autonomie derrière. D'accord. Alors évidemment, vous le disiez, vous êtes une jeune association, vous avez des soutiens, notamment celui d'Espérantia depuis quelques mois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer très concrètement, alors assez succinctement, mais très concrètement, ce que ce soutien grâce aux mécènes vous permet de réaliser? Et puis, dans un second temps, expliquer à nos auditeurs en quoi le don vous est nécessaire. Souvent, quand on donne, quand on vous dit soutenez une association, c'est assez vague parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière. D'accord, on donne, mais ça sert à quoi véritablement? J'aime bien élucider cette question avec les gens que j'interviewe parce que c'est vraiment ça que nos auditeurs viennent chercher, c'est comprendre concrètement la portée de leurs dons. Alors, moi, concrètement, sans les donateurs, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le développement, sans mécènes, ça ne marche pas. Voilà, c'est pas possible. Alors, la protection de l'enfance, c'est bien une compétence publique de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, c'est les conseils départementaux. Donc ça, on oublie très souvent que c'est une des compétences des départements et des présidents de départements. Alors, aujourd'hui, le mécénat, aujourd'hui, pour nous, très concrètement, elle répond à toute la valeur ajoutée de l'accompagnement, c'est-à-dire toutes les questions de santé mentale. Par exemple, le don permet aujourd'hui que nous, on forme tous nos collaborateurs au premier secours en santé mentale pour l'enfant. Donc ça, c'est ce que vous avez, ça c'est un point. Le deuxième, c'est vous avez aujourd'hui de l'accompagnement, des soins qui ne sont plus financés par manque de moyens. Ben, donc ça vient renforcer cette question de payer d'orthodontie, une thérapie spécifique, etc. Ça vient aussi accompagner l'accompagnement vers l'autonomie. Par exemple, là, on est en train d'essayer là, on a, nous, créé un poste grâce au mécénat sur l'accompagnement des enfants qui sont sortis de la protection d'enfance. C'est-à-dire que nos jeunes qui ne sont plus, comment il y a le droit au retour. Et donc, là, ça nous est arrivé. On a une jeune qui est partie il y a 2 ans et qui est revenue nous voir en disant bah, tiens, j'ai des galères. Et ben, ça a permis qu'on lui trouve une petite chambre d'hôtel, de l'accompagner pendant 3 semaines pour la remettre. Et donc, on a une collaboratrice qui s'occupe de ça. Donc, ça, il n'y a que le mécénat qui vient financer ça. Euh, et puis, la question d'ouvrir d'autres lieux de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a 19, mais on souhaite continuer à en ouvrir. Et donc, pour ça, eh ben, il nous faut des moyens pour pouvoir
aller trouver des maisons, aller en ouvrir et embaucher des collaborateurs. Et puis la dernière, je dirais, c'est la formation en interne, où en Hmm. fait, on forme perpétuellement nos éducateurs. Et donc ça, en fait, c'est aussi du mécénat qui apporte ça. D'accord. Merci. Et si vous aviez un message à faire passer à nos auditeurs qui aimeraient s'engager ou donner, déjà comment est-ce qu'ils peuvent vous donner directement et est-ce que vous avez besoin de mécénat de compétences? Je sais que ça, c'est des choses que les gens ne pensent pas forcément, qui peuvent aussi participer à la vie de l'association en donnant du temps sur une compétence qu'ils maîtrisent. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous intéressent? Est-ce que voilà, dites-nous un petit peu vos besoins, parce que c'est le lieu et le moment de le partager à notre communauté. Alors déjà, première, forcément, nous, on a besoin de fonds parce que ça nous permet de nous développer et de former ce que je viens de vous dire. Donc, il y a du numéraire, évidemment. Il y a la question de la place d'être déjà bénévole, de comment on vient donner de son temps. Aujourd'hui, il y a ça, il y a la question du parrainage. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est vraiment relancé, même dans la loi, sur la place des parrains, des bénévoles qui sont capables d'aller accueillir les enfants. Mm. Aujourd'hui, vous voulez être parrain-marraine, vous êtes prêt à accueillir pour un week-end, 2 week-ends, les vacances et accueillir des enfants. Il y a le parrainage. Et vous avez aussi le mentorat qui se développe. Il y a des associations de mentors. Vous avez aujourd'hui pour devenir un acteur et un soutien, tout le monde peut l'être. C'est une question de dispositif qui a été, en tout cas, les droits ont été ouverts. Nous, on en a besoin Mhm. aussi. Et donc, vous pouvez nous contacter via notre site internet colibri-asso.fr où on peut avoir le don. Il y a la question des modes de contact. Nous, on cherche des bénévoles issus aussi de proximité, c'est-à-dire dans les départements où on peut se Mm. situer. Et ben voilà, vous voulez venir donner un coup de main, vous êtes les bienvenus parce que c'est aussi cette rencontre et l'intergénération, les rencontres de jeunes, etc., qui créent aussi quelque chose de. On n'est pas que des enfants placés, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, Mm. vous avez aujourd'hui, alors pour nous, je vous disais du mentorat, du tutorat, la question du parrainage et du bénévolat, elle est chez nous, mais elle est aussi dans d'autres associations aujourd'hui. Il y a une vraie volonté d'ouvrir aujourd'hui l'accueil de ces enfants. Super, et ben, le message est bien passé. Merci Jérôme pour cette parole vraie, éclairante et pour ce que vous faites au quotidien, jour après jour, à côté de ces jeunes que vous accompagnez. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. L'association Le Colibri ne demande pas de gens, comme vous l'avez compris, ne demande pas d'être parfait, mais juste d'avoir un grand cœur et de la disponibilité. Avec Espérantia, vous pouvez être ce souffle aussi qui permet à un jeune de se relever et d'écrire une nouvelle page de sa vie. Vous venez d'écouter Au cœur des assauts by Espérantia, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent chaque jour sur le terrain. Derrière chaque projet, il y a des histoires de courage, de fraternité et de renaissance. Si vous souhaitez vous aussi faire partie de cette aventure, rendez-vous sur espérantia.org pour découvrir toutes les associations soutenues et contribuer à leurs actions. À bientôt!